Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, également sur le net ici et maintenant.com. Des pierres levées vers le ciel, l'astronomie, un mystère encore entier pour nos yeux d'hommes modernes, trop peu tournés vers le ciel. Se pourrait-il que nos ancêtres, ces hommes frustres, étaient de plus fins astronomes, dépourvus de montres? La course céleste leur indiquait l'heure et les saisons. Ne possédant pas encore de GPS, ils se servaient des étoiles pour se guider. Sans Internet, les astres leur montaient la voie à suivre. Mais ces tâches requéraient de nombreux instruments, les monuments mégalithiques qui parsèment nos paysages. Plus près des étoiles ce soir, essaie de faire le point sur les interprétations astronomiques de ces grandes pierres. Ce soir, pour passer ce plus près des étoiles spécial, Sylvain Tristan qui vient d'écrire Les lignes d'or aux éditions Alphée. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Ravi de te rencontrer Sylvain. Eh ben moi aussi, Jean-Claude. Tu es venu de Bourges. Exactement. Et c'est in extremis que nous pouvons animer cette émission ensemble ce soir, puisque dans 48 heures tu pars pour Moscou. Eh oui, je m'envole pour Moscou. Définitivement? Définitivement, c'est un grand mot, mais disons que je pars au moins pour 1 an. Ouais. Prof d'anglais? Prof d'anglais, alors je serai toujours prof d'anglais, mais aux francophones de Moscou. Sylvain, 29 ans. Ouais. Un énorme livre paru il y a moins d'1 mois, dont nous sommes les premiers à nous faire l'écho, Les lignes d'or, pourquoi toutes les capitales des premières grandes civilisations furent érigées sur ces axes. Oui, c'est le sous-titre. Avant de rentrer dans ce livre, un peu ardu par moments. Ah bon? Oui. Bah oui, l'astronomie 366 degrés, qui connaît à part Sylvain Tristan et Alan Butler? Ah c'est sûr, ça c'est nouveau. Hein. On n'est pas nombreux. On est habitué à 360 degrés dans le cercle jusqu'à maintenant. Et là, nous sommes à 366 degrés. Mais justement, ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que c'est encore plus simple que la géométrie qu'on apprend à l'école. Quel est ton itinéraire, Sylvain? Ah, il est compliqué. Je suis né à Chambéry, mais j'ai beaucoup vécu dans le Loiret. Et avant de revenir à Chambéry pour passer mon bac. Et puis ensuite, j'ai fait mes études supérieures à Montpellier, après avoir passé un peu de temps à New York. Et puis maintenant, voilà, je suis prof d'anglais à Bourges, enfin, jusqu'à maintenant, demain à Moscou. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé aux lignes d'or, à la géométrie sacrée, à l'Atlantide, à Alésia? Parce que nous allons faire un vrai voyage, un vrai beau voyage. Comment se fait-il qu'un jeune homme comme toi se soit intéressé à... Eh ben, les mystères, les énigmes, les anciennes civilisations, ça m'a toujours intéressé. Depuis tout petit déjà, je lisais plein de livres sur le sujet, toutes les énigmes en tout genre, même les énigmes policières, mais plus précisément l'Atlantide, les anciennes civilisations, tous les grands mystères, les mystères de l'univers, les mystères de l'homme, les mystères de la Terre, ça m'a toujours fasciné. Alors j'ai toujours voulu essayer de découvrir des choses depuis tout petit. Et puis bon, au fil des années, je me suis un peu moins intéressé. Disons, j'ai fait mes études d'anglais et tout a vraiment recommencé il y a un tout petit peu plus de 4 ans maintenant. À la lecture d'un bouquin, Jean de Ruel, L'Atlantide des mégalithes. Alors là, ce bouquin m'a tout de suite plu. Parce que l'Atlantide, ça m'avait toujours intéressé, mais j'y avais jamais vraiment cru parce que ça me paraissait trop beau pour être vrai. Une cité aussi ancienne, aussi belle, c'est formidable pour l'imagination, mais on y croit quand on est petit, et puis on arrive à un moment, on est adolescent ou étudiant, et puis là, on n'y croit plus. En tout cas, moi, j'y croyais plus du tout, jusqu'à ce que je lise Jean de Ruel. Et là, qui plaçait l'Atlantide en mer du Nord, quand même. Alors... l'Atlantide, on pense plutôt que c'est dans les mers chaudes ou dans les contrées tropicales. Et pourtant, Jean de Ruel, lui, il osait placer l'Atlantide en plein dans cette mer froide qui est la mer du Nord. Ça paraissait incroyable, mais ce bouquin m'a fasciné. Je l'ai lu, j'étais complètement hypnotisé par le bouquin. Et
Et vraiment, il m'a convaincu dans les grandes lignes, quoi. Il m'a convaincu qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. C'est vrai qu'en mer du Nord, hein, pour expliquer un peu, il y a des hauts fonds. Et ces hauts fonds, on les appelle les Dogger Bank. C'est une sorte d'île submergée, une île sous-marine de 200 km de long. Et cette île, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle a été submergée il y a quelques millénaires. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur cette île? Alors, Jean de Ruelle, lui, il disait, il dit pas que c'était forcément une civilisation incroyable, mais qu'il y avait quelque chose. En tout cas, il y avait au moins, il y avait un peuple qui s'étendait bien au-delà de cette île, également sur le continent, l'Angleterre également, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. Et cette île submergée, maintenant, elle est à quelques mètres de fond, mais forcément, il y a quelques millénaires, il y avait quelque chose. Et la thèse de Jean de Ruelle, c'était que le peuple mégalithique, alors il faut peut-être expliquer ce que c'est. Les mégalithes. Les mégalithes. Oui. Ce que j'aime bien, moi qui ai cette chance, ce privilège de t'avoir en face de moi, le regard bleu de Sylvain Tristan est un regard plein d'émerveillement. Ouais. As-tu gardé... Depuis 4 ans, là, je suis redevenu un enfant parce que je suis assez... Oh, pas depuis 4 ans, Sylvain. Il me semble que tu as gardé cette âme d'enfant. Peut-être. Et il n'y a que toi qui peux en parler. Les mégalithes, ce sont les pierres géantes en grec. Et c'est tout ce peuple qui faisait les dolmens, les menhirs qu'on trouve en France ou ailleurs, enfin dans toute l'Europe de l'Ouest en fait, et même bien au-delà, en Méditerranée, et puis même encore plus loin, au Proche-Orient par exemple. Dolmens, donc des sortes de tables de pierre, ou menhirs, les pierres levées. On ne sait pas trop à quoi elles servaient. On sait que les dolmens, il y avait des tombes, c'était des tombes pour des chefs probablement, mais les menhirs, on ne sait pas trop. Parfois ils sont en cercle, comme dans les îles britanniques. Parfois ils sont alignés, parfois tout seuls. Nous parlerons de Stonehenge. Bien sûr. Oui. Et ce peuple, il s'étend sur des milliers de kilomètres. C'est ça qui est assez fascinant. Du sud de l'Espagne jusqu'en Scandinavie. Et puis après dans toute la Méditerranée, enfin une grande partie. Et sur des milliers d'années, ça a duré des milliers d'années, ça s'étend sur des milliers de kilomètres. On en parle très peu quand on fait de l'histoire à l'école. On le survole et puis souvent on n'en parle même pas. Et pourtant, il y a plusieurs milliers d'années, il y a à peu près 5000 ans, il y avait forcément un peuple de marins qui était capable de sillonner l'océan, les côtes, les îles de toute l'Europe et au-delà, certainement le nord de l'Afrique, jusqu'aux portes de l'Asie. Et ces marins étaient capables d'ériger des pierres gigantesques, très 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 lourdes, très massives. Et on en trouve, je crois qu'à l'heure actuelle, rien qu'en Europe, on a plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages mégalithiques encore existants, qui ont traversé les millénaires, ce qui est incroyable parce qu'il y en avait peut-être encore plus avant. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui reste. Et c'est déjà énorme. Les premières sont datées de 3200 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1700 avant Jésus-Christ, les petits cercles de pierre. Ouais, et même avant, on pense que les premiers 5000 avant Jésus-Christ, ce qui fait 7000 ans avant le présent, c'est énorme. Et c'était déjà énorme. Par exemple, il y a un grand menhir en Bretagne qu'on appelle le Grand Menhir Brisé, à Locmariaquer, un petit village du Morbihan. Et il faisait, quand il était encore debout, une vingtaine de mètres. On pense qu'il pesait plus de 300 tonnes. C'est colossal. Et ce menhir était debout dès les débuts du mégalithisme, à peu près vers 4800 avant Jésus-Christ, qui est très très loin dans le passé. Un mode de vie, un mode de pensée de la part de ceux qui les ont érigés? Malheureusement, comme ils n'ont pas laissé d'écriture, tout ce qu'on peut observer d'eux, ce sont les pierres. Pas d'écriture, ça veut dire les légendes, mais les légendes c'est tellement lointain que est-ce qu'on peut vraiment croire aux légendes quand c'est si loin dans le temps? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils nous ont laissé quelque chose de tangible, d'énorme, et de quoi réfléchir. Et c'est... Bon, Jean de Ruelle, lui, pensait que ce peuple, c'était l'Atlantide. Jean de Ruelle que tu as rencontré. Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais je lui ai écrit. Oui. Et il m'a répondu. Il m'a répondu une lettre de 4 pages, absolument fascinante,
dans lesquels... Alors c'était un vieux monsieur il est mort depuis, et il me demandait de continuer les recherches, parce qu'il voyait que j'étais enthousiasmé par son livre, et je lui dis pourquoi pas, parce que c'est vrai, il y a encore certainement des choses à découvrir. Et je me suis mis à lire plein de livres sur l'Atlantide, sur les anciennes civilisations. Et j'ai continué parallèlement à écrire à D'Orwell. Il m'a réécrit une lettre. Et puis, au fil de mes lectures, j'ai découvert un livre en anglais d'un dénommé Alan Butler. Alors là, c'était vraiment la révélation. Ce livre était en anglais. Mais comme je lis l'anglais, je suis prof d'anglais, on veut mieux que je lise l'anglais. Donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et vraiment, j'ai trouvé... Alors, lui, il s'intéressait au peuple mégalithique également, mais sa découverte, et pour moi, c'est vraiment un génie, il a redécouvert une géométrie ancestrale qui sera à l'origine de la nôtre. Une géométrie, non pas à 360 degrés, mais à 366. Nous allons y consacrer une grande partie de l'émission. Mais pour en revenir à ces mégalithes, à quoi servaient-ils exactement? Alors les dolmens... Puisque nous n'avons pas d'écrit, on peut avoir éventuellement des interprétations. Ah oui, les dolmens, on pense... Alors les dolmens, c'est des sortes de tables de pierre géantes. On pense que c'était des tombes, des tombeaux pour des chefs de village ou des chefs guerriers. Donc il y avait les dolmens, puis il y avait aussi les menhirs. Alors là, les menhirs, il y a plein d'interprétations. Il y en a qui disent que c'était des symboles de la virilité. Il y en a d'autres qui pensaient que, enfin d'autres qui pensent, pardon, des archéologues qui pensent que c'était des repères astronomiques. D'autres des jalons routiers pour indiquer des routes. Peut-être, voilà. Mais des routes terrestres ou des routes célestes. Célestes ou maritimes. Il y en a même qui disaient que c'était pour marquer les marées ou aussi pour faire les... Pourquoi utiliser des grosses pierres? Je crois que c'est Jean D'Orwell, Jean D'Orwell qui disait que comme la mer montait encore à l'époque, le niveau des mers s'était pas stabilisé après la dernière glaciation. Peut-être que ces mégalithes servaient à faire des sortes de tombes immortelles, parce que la mer montait et détruisait en fait les côtes, mais les pierres, elles, gigantesques, restaient. Et peut-être qu'on s'est mis à utiliser des grosses pierres pour lutter, pour montrer que la nature est forte, la nature détruit, la mer empiète sur les terres, mais on veut marquer l'existence de chefs importants par ces pierres gigantesques qui resteront à jamais. C'est une hypothèse intéressante. Mais le mystère, évidemment, n'est pas levé, parce que certains alignements, enfin certaines lignes de menhirs semblent pointer vers des directions du soleil aux équinoxes ou au solstice, marquer des événements astronomiques. Alors il y avait peut-être qu'elle servait à plein de choses en même temps. C'était peut-être aussi la religion. Ont-ils été construits, ces menhirs et ces dolmens, ou tirés simplement de la terre? Certains étaient vraiment juste taillés dans le roc, mais laissés bruts tels quels. Et d'autres, comme le grand menhir brisé justement de Locmariaquer, alors lui, il était non seulement gigantesque, 20 mètres de haut, mais il avait été retravaillé pour être vraiment poli, pour briller. Ce qui fait que quand il était sous le soleil, on pense qu'à l'époque, il y a bientôt 7000 ans, il devait briller de 1000 feux. Il était absolument superbe, et qu'on le voyait de la mer, c'était presque un phare. Il était sur la colline, sur une colline près de la mer, il pointait vers le ciel. Alors transition entre la terre, l'océan et le ciel. Superbe ouvrage, gigantesque, et on pense qu'il a fallu des milliers d'hommes pour pouvoir l'ériger. Parce qu'on peut se poser la question, comment ont-ils fait, ces hommes? Et oui, comment ont-ils fait? D'autant qu'ils l'ont tiré... Quels étaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour mettre des pierres de 150, 200, 300 tonnes debout vers le ciel? 300 tonnes, et en plus qui venaient de 15 km. En l'occurrence, on sait qu'on a retrouvé la carrière de ce menhir, et ça veut dire qu'ils l'ont tracté, peut-être avec la force humaine, peut-être avec des bœufs, peut-être avec la marée aussi, en utilisant la force de la mer. Mais ils l'ont quand même tracté sur 15 km, puis ils l'ont érigé, ce qui est assez incroyable. Le but de l'érection de tels monuments, que ce sont des monuments que l'on peut visiter? Alors le but,
on pense qu'il variait suivant les régions. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des cercles de pierre, et ça, c'est assez intéressant. On en trouve surtout dans les îles britanniques et en Bretagne. Plus de 900. Voilà, des cercles de menhirs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Angleterre, ou en Écosse, par exemple, ou en Irlande, ces cercles étaient entourés d'un fossé et d'un tertre circulaire, et on pense que ce fossé était rempli d'eau, ce qui faisait une sorte d'île circulaire avec un cercle de menhirs. Alors on pense que c'était forcément des lieux sacrés, mais après, qu'est-ce qui pouvait se passer? Certainement des rituels, peut-être entre sages. On pourrait les appeler des druides, parce que les druides, finalement, chez les Celtes, les druides, c'était des gens qui savaient, des gens qui savaient des choses, qui avaient des connaissances astronomiques, des connaissances philosophiques. Donc, dès l'époque des mégalithes, en fait, bien avant les Celtes, on pense qu'il y avait déjà des sages, donc on pourrait les appeler des druides. Et ces druides, peut-être, se réunissaient dans ces cercles de pierre. Pour faire quoi? Ça, nul ne le sait. Pourquoi y en a-t-il autant? Ça, c'est un mystère. Et je m'étonne d'ailleurs que les historiens n'en parlent pas plus de ce peuple, parce qu'on parle des grandes civilisations de l'Antiquité, mais il n'y a aucune civilisation qui a duré aussi longtemps. Là, c'est une civilisation, en tout cas, si ce n'est pas une civilisation, c'est une civilisation, ce sont plusieurs civilisations, mais qui ont vraiment gardé la tradition des grosses pierres. Et ces civilisations ont duré plusieurs milliers d'années, et sur une étendue absolument énorme, qui s'étend à toute l'Europe et même au-delà. Donc c'est énorme, c'est vraiment moi j'appelle ça une super civilisation. Plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années pour les ériger, ces mégalithes? Oh, peut-être pas, peut-être que s'ils arrivaient à réunir assez d'hommes, bien sûr la population n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui, mais s'ils arrivaient, peut-être que c'était un événement, ériger un mégalithe, c'était un événement qui pouvait drainer des populations de centaines de kilomètres aux alentours, on ne sait pas, hein, pourquoi pas, parce qu'après tout, cette civilisation était très étendue, et peut-être qu'il fallait pas autant de temps que ça pour ériger un mégalithe, mais il fallait beaucoup de monde, ça, et puis des connaissances. Il fallait qu'ils sont plus intelligents qu'on veut bien le croire aujourd'hui. Est-ce que chaque mégalithe est en direction d'un astre? Le soleil, peut-être? Le soleil était certainement le dieu suprême. Bien sûr, on n'en a pas la preuve, mais... Est-ce que ce serait délibéré comme choix? C'est-à-dire, pour des peuples de cette époque, et puis même aujourd'hui, quand on regarde le ciel, il y a quand même deux astres qui se distinguent, c'est le soleil et la lune. Et les peuples anciens vénéraient pour la plupart le soleil et la lune. Et justement, l'entrée des dolmens est très souvent orientée au lever du soleil. Et au lever du soleil, aux équinoxes ou au solstice. Ce qui montre bien qu'ils vénéraient le soleil. Ça, on ne peut pas vraiment en douter, parce que l'orientation des dolmens... et même, je crois, il y a beaucoup d'alignements de menhirs qui, justement, suivent un peu les solstices, enfin les directions des solstices, en tout cas du lever du soleil au solstice. Tu parles beaucoup d'Alan Butler. Alan Butler, oui. Mais il est un autre homme, un mathématicien, un ingénieur écossais, Alexander Thom, ouais. Archibald, son fils. Ouais. Tu peux nous raconter, nous qui ne savons pas forcément, qui étaient ces deux hommes? Bien sûr. Alors, Alexander Thom, c'est un professeur qui, dans les années... je crois qu'il a commencé dans les années 30-40. Il s'est mis à mesurer un petit peu l'intervalle qu'il y avait entre les menhirs dans toute la Grande-Bretagne, parce que il s'est dit... il avait l'impression qu'ils utilisaient ils avaient une unité de mesure. Comme nous, aujourd'hui, on a le mètre. Il semble qu'ils avaient une unité de mesure. Il a voulu essayer de le démontrer. Et donc il s'est mis à mesurer, mais scrupuleusement, scientifiquement, avec un théodolite. Alors c'est des outils très très pointus. Il a fait ça pendant des dizaines d'années, avec son fils ensuite. Et il en est arrivé à la conclusion que ce peuple avait une unité de mesure qui faisait à peu près 83 cm. Alors qu'en est-il? L'année mégalithique ou le yard? Le yard. Le yard mégalithique. Il l'a baptisé le yard mégalithique parce que ça se rapproche plus ou moins d'un yard anglais. C'est un peu plus court, mais donc le yard anglais, je crois, fait 91 cm et quelques.
Et là, le yard mégalithique fait 83 cm, donc il a appelé yard mégalithique. Et il l'a trouvé partout, même en Bretagne. Ce qui était surprenant, parce que comment un peuple avait réussi à garder pendant très longtemps une unité de mesure stable, aussi bien au nord de l'Écosse qu'en Bretagne française, vous voyez, ou même en Angleterre. Ça, il n'a jamais réussi à comprendre comment ils avaient produit ce yard. Tout ce qu'il a pu démontrer, c'est qu'il y avait cette unité stable. Et il en est mort, il n'est pas mort de ça, mais sans comprendre, sans savoir... Sans avoir pu résoudre l'énigme. Voilà, sans savoir comment ils avaient fait pour être aussi précis. Parce que les variations observées entre les yards du nord de l'Écosse ou de la Bretagne... Ça n'excède pas 1 degré, paraît-il. Ça n'excédait pas un 500e... pour parler simple, la différence entre le plus grand yard ou le plus petit observé, elle était minime. Elle était de l'ordre de même pas 1 millimètre. Donc ils arrivaient à reproduire à l'infini une unité de mesure très très stable. Comment faisait-il ? Ça, il n'a jamais réussi à le comprendre lui-même. Pourtant, certains n'hésitent pas, et je pense que M. Thom et Archibald, Alexander Thom et Archibald, est-ce qu'on retrouve le théorème de Pythagore quelque part ? Ah ouais, alors ça, c'est incroyable. Sylvain Tristan. On retrouve le théorème de Pythagore 2000 ans avant Pythagore, en Bretagne. Et alors là, de façon, mais on ne peut plus nette. Et vraiment, y a un exemple. J'ai parlé de cercle de menhir, d'alignement, mais en Bretagne, il y a un quadrilatère de menhir à Crucuneau, un petit village pas loin de Carnac. Et je suis allé le voir, c'est marrant. On a un quadrilatère de 22 menhirs, imposant. C'est vraiment un superbe site que je recommande d'ailleurs. Et ce quadrilatère fait précisément 30 yards mégalithiques sur 40. Et on sait que ça, c'est ce qu'on appelle un rectangle de Pythagore. Parce que si un côté fait 30, ou si un côté fait 3, et si un autre côté fait 4, l'hypoténuse, la diagonale, elle fait 5. C'est ce qu'on appelle un triangle 3, 4, 5. Et là, donc, c'est le premier triangle de Pythagore. Si d'ailleurs on fait la somme du carré des côtés, c'est égal la somme du carré de l'hypoténuse, au carré de l'hypoténuse, pardon. Et c'est le premier triangle de Pythagore, 3, 4, 5. Et là, il a été fait avec des menhirs aux proportions 30 yards sur 40. C'est net, c'est clair. Et si ça démontre pas l'existence du yard, là, c'est que je m'y connais pas du tout. Le soleil, mais il y a aussi la lune, l'orientation. Il n'y a pas que le soleil. Alors, la Lune... et d'autres astres, je suppose. Oui, on pense aussi qu'il s'orientait par rapport à Vénus, qui était la planète qu'on appelle la planète du matin ou la planète du soir, enfin l'étoile du matin ou l'étoile du soir, qui est une planète en fait, et qui joue un rôle important, parce que c'est un des astres les plus fondamentaux, avec la Lune et le Soleil, et on pense c'était des astres sacrés pour eux, et donc ils orientaient leurs monuments en fonction de ces... Et Crucuneau, justement, c'est pas la Lune ou Vénus, c'est encore une fois le Soleil. Les diagonales du rectangle de Crucuneau, du rectangle de menhir, elles sont parfaitement orientées au lever du Soleil, au solstice. Alors, pour comprendre, ce serait pas possible si le rectangle avait été placé plus au nord ou plus au sud de Crucuneau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul endroit, en tout cas il y a une seule ligne sur Terre, en tout cas dans l'hémisphère nord, une seule ligne de latitude sur laquelle ces diagonales peuvent correspondre au lever du soleil au solstice. Ce qui montre bien qu'ils ont choisi l'emplacement du quadrilatère avec précision. Ils l'ont construit là parce que les diagonales correspondaient pile au lever du soleil au solstice. Ils ont choisi l'endroit. Est-ce que les hypothèses émises par les tomes ont été vérifiées ? Absolument. Parce qu'elles ont été bigrement critiquées. Elles ont été critiquées à l'époque, et il y a plusieurs statisticiens qui ont vérifié. Il y a un statisticien qui s'appelle Kendall, qui a décidé de vérifier scrupuleusement parce qu'il n'y croyait pas du tout. Et puis il a été obligé de se rendre compte qu'il y avait 99% de chances que le yard mégalithique était bien une réalité. Parce qu'on le retrouve partout, et ne serait-ce que dans le rectangle.
on ne peut plus vraiment douter de l'existence. Bien sûr, il y en a toujours qui à l'heure actuelle, vont dire on n'a pas retrouvé de règles. Les archéologues officiels disent on n'a pas retrouvé de baguettes et talons, de règles graduées d'un yard mégalithique. Mais quand on regarde bien, par exemple dans les cercles de menhir, ils s'arrangeaient pour faire un nombre entier de yards, aussi bien dans la plus grande diagonale, dans la plus grande, comment on appelle ça, le diamètre, le plus grand diamètre, que dans la circonférence. C'est-à-dire qu'ils aplatissaient leurs cercles, c'était pas vraiment des cercles, c'est d'ailleurs des ellipses, de façon à ce qu'il n'y a que des nombres entiers. Parce que c'est pas étonnant, parce qu'à l'époque, les nombres décimaux, ils connaissaient pas. Tout ce qu'ils pouvaient connaître à l'époque, il y a 5000 ans, c'était des nombres entiers. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une unité, le yard, et ils faisaient tout pour que leur cercle ait un nombre entier de yards dans leur circonférence. C'est pour ça qu'on n'observe pas des cercles parfaits, mais des cercles aplatis qui font pile un nombre de yards entiers, tout simplement. Alors si le yard n'existe pas, c'est une drôle de coïncidence quand même. Mais bon, le hasard n'existant pas, non. il y a sûrement des explications. Mais beaucoup d'archéologues, d'astronomes s'y sont pété la cervelle, comme on dit vulgairement, n'ont pas compris. Et oui. Mais qu'y avait-il à comprendre ? Ce qu'il y avait à comprendre, c'est ce qu'a compris Alan Butler dans les années 90. Et là, de façon complètement détournée, j'ai envie de dire. Il était en voyage en Crète et il a vu dans un musée quelque chose qui est d'ailleurs assez connu, enfin même très connu, parce que pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des anciennes civilisations, c'est un disque de terre cuite qu'on appelle le disque de Phaistos. Phaistos, c'est un palais de Crète, un ancien palais. Et ce disque de Phaistos, c'est un petit disque rond en terre cuite, et sur lequel on retrouve deux spirales. Il y a une spirale de chaque côté. Et dans ces spirales, il y a une sorte d'écriture inconnue. Donc on a plein de sortes de hiéroglyphes, mais qui n'ont rien à voir ni avec les écritures de Crète, ni de Grèce, ni d'Égypte. Mais personne, ça a été découvert il y a une centaine d'années, puis personne n'a jamais réussi à déchiffrer cette écriture. Et Alan Butler, il y a une quinzaine d'années, il s'est dit, je ne vais pas essayer de déchiffrer, je vais essayer de comprendre ce que c'est. Et il a vu que ces petits signes, ils n'étaient pas juste dans une spirale, ils étaient dans des cases. Un petit peu comme, on pourrait dire, un jeu de loi. Alors il a d'abord peut-être cru que c'était un jeu, et puis il a compté les cases. Et là il s'est aperçu d'une chose assez amusante, c'est que d'un côté du disque, il y avait 30 divisions, et de l'autre 31. Et là il s'est dit, tiens c'est bizarre, 30 et 31, ce serait pas un calendrier ? Et effectivement, tout portait à croire que ça pouvait être un calendrier. Alors, première réflexion, il s'est dit, si on alterne des mois de 30 et de 31 jours, ça fait une année de 366 jours. Alors, première hypothèse, tiens, est-ce qu'ils n'auraient pas créé un calendrier à l'époque, il y a à peu près 4000 ans, ou peut-être même plus, qui marchait qui était basé sur une année de 366 jours. C'est-à-dire un peu plus que... On sait qu'une année réelle, c'est 365,25 à peu près. Bon, aujourd'hui, on utilise un calendrier à 365 jours, mais tous les 4 ans, on est bien obligé de faire des rectifications parce que l'année est un peu plus longue. Et puis nous avons changé de calendrier à plusieurs reprises. Voilà. Et les anciens Crétois, c'est ce que s'est dit Alan, ils utilisaient peut-être une année de 366 jours qui rectifiait régulièrement. Et alors là, pour pouvoir vérifier son hypothèse, il a compté, tout simplement, le nombre de signes qu'il y avait dans chaque spirale. Et il a vu qu'il y en avait 123 d'un côté, 119 de l'autre. Or, 119 cycles, 123 signes, ça fait une période de 14 640 jours. Et là, bingo, il s'est dit, mais il a regardé à quoi ça correspondait. Ça correspond à pile 40 années de 366 jours, 40 ans. Or, et c'est là que réside la subtilité, un calendrier qui marche à 366 jours, bien évidemment, c'est un peu trop par rapport à l'année réelle. Et ce qui est incroyable, c'est que si on attend 40 ans, on a un mois de trop, pile, par rapport à l'année réelle, avec ce genre de calendrier. 40 ans. Ça correspondait exactement au nombre de signes qu'il y avait sur le disque. Et là, pour lui, plus aucun doute. Ce disque, c'était un calendrier très précis, basé
sur une année de 366 jours. Et c'est comme ça que tout a commencé. Parmi les sites mégalithiques connus, bien sûr, il y a Stonehenge, Ouais. mais il y a l'ancêtre, il y a Newgrange, Newgrange, hein, bien avant. Hein. en Irlande. Pardonne-moi pour mon accent. C'est très bien. Non, je c'est manie bon mal, début. Sylvain. Newgrange, c'est en Irlande. C'est une espèce une sorte de dolmen géant avec plein de tombes. C'est un tertre. Construit 1000 ans avant Stonehenge, Oui. d'après les informations qui sont les miennes. Alors moi je pensais que c'était un peu moins, mais en tout cas c'est antérieur. C'est sûr, ça c'est antérieur. Et Newgrange, c'est magnifique. C'est une sorte de colline artificielle, un tertre de pierre et de pierrailles dans lequel il y a des tombeaux, des tombeaux, et entouré d'ailleurs d'un cercle de menhirs. Alors, pour être plus précis, hein, de mémoire, tu ne te souviens peut-être pas forcément, monticule de terre, 80 mètres de diamètre. Ouais. Il abrite un passage de 18 mètres de long. À son extrémité, 3 chambres funéraires. Un cercle de pierre, probablement ajouté par la suite, entoure le tertre. Ouais. Une semaine avant et après le solstice d'hiver, la lumière du soleil levant s'engouffre à travers l'entrée de la tombe, parcourt tout le passage et vient éclairer les chambres. Orientation délibérée ou coïncidence? Alors là, je crois absolument pas à la coïncidence. Effectivement, on va donc ça doit être le 21 décembre. On entre dans la galerie, donc dans l'entrée on se place à l'intérieur, mais donc on entre dans la cavité de Newgrange. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit orifice et le soleil levant, le jour donc du solstice d'hiver, pénètre. Il vient frapper le fond de la paroi. C'est pas une coïncidence. C'était une volonté délibérée de montrer que le soleil était sacré, c'était le dieu suprême. Ça a été orienté, ça a été planifié. Et la durée de cette image, 4 minutes et demie à peine. Voilà. Et juste ce jour-là de l'année, c'est vraiment le soleil qui rentre ce jour-là. Comme par hasard, donc le jour le plus court de l'année, le solstice d'hiver, le 21 décembre. Donc c'est vraiment, c'est un exemple parmi d'autres. À Malte, par exemple, on a un phénomène similaire dans un temple mégalithique, parce qu'à Malte, il y a beaucoup de temples mégalithiques. Et pareil, la lumière du soleil passe un jour précis de l'année et vient frapper ce qu'on appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie la plus sacrée au centre de la galerie interne. Et ça, c'est vraiment, ça a été planifié, ça a été fait il y a plusieurs milliers d'années, mais ça a été planifié. Alors, observatoire ou plus simplement des rituels funéraires. Oui. Alors, vers quelle hypothèse penches-tu plus facilement? Ça peut être les deux. On peut penser que, bien sûr, c'est un observatoire, mais que c'était peut-être un rituel, c'est-à-dire qu'il y avait un rite qu'on enterrait quelqu'un, il y avait peut-être une date précise, ou en tout cas on voulait qu'il soit honoré par le dieu soleil, donc ça peut être un mélange de religion et d'astronomie. Il est probable que tout ça ait été mêlé à l'époque. Stonehenge, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Stonehenge est le site le plus écrit, le plus expliqué, Ouais. mais le plus controversé aussi. Alors effectivement, Stonehenge, il y a plein de choses à dire et en même temps, on en a ceux qui se passionnent un peu pour Stonehenge ou ce genre de choses. Il y a eu tellement de livres que, enfin, en tout cas, moi, j'en avais une overdose. Il y en avait trop. Alors il y a plein de choses qui me semblent incontestables. Par exemple, encore une fois, à Stonehenge, on a une pierre qui est, alors Stonehenge, c'est une sorte de temple, qui est rond, circulaire, avec des pierres posées en cercle et des linteaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de superbe, puis gigantesque. Mais il y a une pierre qui est complètement en dehors, qu'on appelle la pierre du talon. Et cette pierre, comme par hasard, le soleil, cette fois c'est le solstice d'été, donc le 21 juin, le soleil se lève juste au-dessus de cette pierre, quand on se trouve en plein centre du temple. Bon, évidemment, encore une fois, c'est délibéré. Donc ça déjà, ça pour les adversaires, ceux qui disent tout ça n'est que fantaisie, c'est déjà difficile de dire que c'est de la fantaisie, parce que là, quand même, le 21 juin, le soleil se lève au-dessus de cette pierre. Et deuxième remarque, on a
tout autour donc, du temple, on a 56 trous, 56 cavités, et qu'on appelle les trous d'Aubrey. Et ces trous, alors, on pense qu'ils servaient à prédire les éclipses. Alors, moi, tout ça, j'y crois beaucoup. Alors après, évidemment, il y a eu l'encre a coulé à flot sur ce temple, à tel point que moi, je m'y intéressais plus trop. Jusqu'à ce que, évidemment, je relise les thèses de Butler, parce que les thèses de Butler, que je vais expliquer, m'ont amené à me réintéresser de près à Stonehenge, et avec une lumière totalement nouvelle, si j'ose dire. Alors, peut-être qu'il serait bon d'expliquer quelle est en fait la théorie de Butler. Je t'en prie. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il a découvert l'existence en Crète d'un calendrier qui était basé sur vraisemblablement 366 jours. Alors, Butler s'est dit, et si, après avoir inventé ce calendrier, ils n'avaient pas inventé une géométrie du cercle, et cette géométrie, au lieu d'être à 360 degrés, elle aurait été à 366 degrés. Alors ça paraît bizarre là quand je dis ça comme ça, parce que on connaît pas, on est tous habitués, on a tous appris à l'école une géométrie à 360 degrés. Mais pourquoi 360 ? Ça, personne ne nous dit jamais pourquoi. Et Butler, il s'est dit, mais dans une année, il y a 365 jours et quelques. Si à l'époque, ils avaient un calendrier à 366 jours, est-ce qu'il n'aurait pas été naturel d'inventer une géométrie à 366 degrés ? Et la géométrie actuelle ne serait que la simplification en fait de cette géométrie ancestrale. Pourquoi 366 ? En 366 jours à peu près, j'ai arrondi, la Terre fait le tour du Soleil. Donc la Terre qui elle-même est déjà ronde, le Soleil aussi d'ailleurs, elle décrit un cercle tout autour du Soleil. Donc ça veut dire qu'en un an, on fait un cercle complet. Puis il ne faut pas oublier qu'en une journée, la Terre tourne une fois sur elle-même. Donc en fait, tout dans notre système solaire, tout marche autour du cercle. Alors, la première géométrie du cercle, il était naturel. Si on y réfléchit bien, il était logique de diviser le cercle en 366 parties égales, c'est-à-dire autant qu'il y a de nombre de jours dans l'année, à peu près. Et cette géométrie, elle aurait été simplement simplifiée plus tard. D'où les 360 degrés d'aujourd'hui. Et pour vérifier cette hypothèse, Butler s'est mis à observer plein de choses, parce que c'est un esprit ouvert, et il s'est notamment intéressé au fameux yard mégalithique, l'unité de mesure du peuple mégalithique. Et il a découvert une chose incroyable, c'est que dans la géométrie à 366 degrés, le yard mégalithique est une subdivision parfaite de la circonférence terrestre. Alors, ça paraît incroyable, parce que là, on parle de quelque chose qui a à peu près 5000 ans d'âge. Il y a 5000 ans. Est-ce qu'il pouvait savoir déjà que la Terre était ronde ? Moi, je réponds oui. Parce que il suffit de regarder une éclipse. Quand on voit une éclipse de lune, par exemple, une éclipse de lune, c'est l'ombre du soleil, l'ombre de la Terre qui passe devant la lune. Et l'ombre de la Terre, elle est ronde. Pour les peuples anciens, qui n'étaient pas aussi bêtes qu'on veut bien le croire, ils voyaient que la lune était ronde, que le soleil était rond. Bien sûr, la Terre leur paraissait plate. Mais il suffit d'une personne, une seule personne un peu intelligente, dans toute l'histoire, il y a 5000 ans, une seule personne qui voit cette ombre circulaire de la Terre passer devant la Lune, pour se dire, mais c'est bien sûr, la Terre également est ronde. Et de là, ils auraient pu commencer à essayer d'estimer la circonférence terrestre. Et Butler pense qu'ils y sont parfaitement parvenus, et qu'ils sont mis à diviser et à subdiviser donc cette circonférence de la Terre qu'ils avaient réussi à estimer. Et donc ils l'ont divisé en 366 degrés. Aujourd'hui, on divise la Terre en 360 lignes. Les parallèles, les méridiens, c'est parce qu'on a une géométrie à 360 degrés. Mais imaginons qu'à l'époque, ils aient défini donc le degré comme étant un 366e de la circonférence terrestre. Et bien, en divisant cette circonférence, on arrive d'abord au degré, et puis on peut encore la subdiviser
en minutes d'arc, en secondes d'arc, et pourquoi pas en yards. Et c'est là que Butler a fait, je pense, la découverte la plus importante de sa carrière, c'est qu'il a remarqué qu'un 366e de seconde d'arc mégalithique, c'est rigoureusement la longueur qui avait été établie par Alexander Thom pour le yard mégalithique. 82 cm,96. Incroyable. D'une précision stupéfiante. Plus précis encore que le mètre. Le mètre, rappelons-le, qui a été inventé il y a 200 ans, pendant la Révolution française, c'est une subdivision de la circonférence terrestre. Mais il y a 200 ans, on n'était pas capable de vraiment connaître précisément la circonférence terrestre. Si bien qu'on s'est un peu trompé, qu'on a établi le mètre comme étant le 40 millionième de la circonférence terrestre, on s'est légèrement trompé. Et curieusement, le yard mégalithique, il y a 5000 ans, peut-être que c'est un hasard extraordinaire, mais c'est pile une subdivision de la circonférence terrestre. C'est assez bluffant. Moi, j'ai été bluffé. Au début, je n'arrivais pas vraiment à y croire. Et Butler non plus, d'ailleurs. Et pour essayer de soutenir cette hypothèse, il a regardé naturellement quelle était l'unité de mesure qui était utilisée en Crète. Et en Crète, ils n'utilisaient pas le yard mégalithique. En Crète, ils avaient ce qu'on appelle le pied minoen, c'est-à-dire une sorte de pied qui faisait 30,36 cm. Et ce pied minoen, c'est exactement le millième, mais très exactement le millième de cette même seconde d'arc mégalithique. Autrement dit, ces deux unités de mesure ancestrales sont toutes les deux des subdivisions parfaites de la circonférence terrestre. Et là, Butler a compris qu'il tenait quelque chose d'incroyable. Alors, il y a de belles histoires. Pour revenir à Stonehenge, Ouais. tu es parti dans ta géométrie. J'écoute. Il y a, pour préparer cette émission, j'ai retrouvé des écrits d'un nommé Geoffroy de Monmouth, Ouais. l'Historia Regum Britannicae. Ouais. Il raconte que les pierres de Stonehenge, ont été apportées autrefois d'Afrique, en Irlande, par des géants, qu'elles auraient été érigées sur la plaine de la Salisbury par le célèbre magicien Merlin. Ouais. Alors, Non mais, les géants, Merlin, l'Afrique... tout ça, je pense que c'est plus de la légende qu'autre chose. Hmm. Et pourquoi c'est parce que c'est tellement ancien. Je pense que les légendes, c'est quelque chose auquel, en général, on peut... ça peut apporter quelque chose. Oui, Ça mais peut le bouche à apporter... oreille est Mais là, le problème, c'est que là... déformé peut-être. Voilà, déformé. Il y a sûrement une part de vérité, mais là, c'est tellement ancien que ça relève, je pense, plus de la légende que de la réalité. Mais ce sont les géants qui m'ont fait un peu tilter. Mais les géants, oui. Parce que je pense à l'Atlantide aussi. On sait que déjà, c'est le peuple mégalithique, il habitait l'Europe, et qu'en Europe, il y a beaucoup de peuples qui sont plutôt grands. Par rapport, par exemple, au peuple méditerranéen, si on prend un Suédois, les Suédois ou un Allemand, ils sont plutôt grands. Ou les Hollandais aussi sont vraiment très grands. Et si on avait un peuple de marins qui venait plus ou moins du nord de l'Europe et qui a essaimé en Méditerranée, ou même ne serait-ce qu'en Espagne, pour les peuples locaux, ces gens qui certainement étaient beaucoup plus petits, ils apparaissaient vraiment comme des géants. Donc ça peut expliquer beaucoup de légendes de géants, peut-être même les géants dont on parle dans la Bible, les Philistins. Je crois, c'est David, le roi David, contre le roi David, le roi des Juifs, qui s'est battu contre, dit la légende, en tout cas, le géant Goliath, le Philistin. Ouais. Est-ce que ces Philistins, c'était pas des gens justement qui venaient d'Europe du Nord, tout simplement, et qui, aux yeux des Méditerranéens, apparaissaient comme des géants parce qu'ils faisaient 20 voire 30 cm de plus, ce qui était considérable. Et ces géants, c'était peut-être, et même certainement, des marins venus de la terre des mégalithes. Les lignes d'or, Sylvain Tristan, aux éditions Alphée. Il y a aussi, toujours en préparant cette émission, la version de Gerald Hawkins et de Fred Hoyle, toujours à propos de Stonehenge, qui disent que cette succession des mois et des années peut permettre de prédire les éclipses. Oui.
Alors ça, c'est tout à fait, c'est avéré. C'est-à-dire que tout le monde n'y croit pas, mais beaucoup de scientifiques pensent que c'est plausible. Parce que déjà, les anciens Grecs, pendant l'Antiquité, étaient capables. Il y en a qui ont prédit des éclipses, il y en a d'autres qui étaient capables d'estimer la circonférence terrestre. Donc pourquoi est-ce que à Babylone aussi, les Sumériens étaient très très bons non seulement en mathématiques mais en astronomie. Alors pourquoi est-ce que le peuple mégalithique, à la même époque et peut-être même avant, aurait été lui incapable de faire tout ça? Non, c'est parfaitement, après tout, c'est parfaitement plausible. Il suffit d'avoir observé les cieux pendant des décennies, voire des centaines d'années, et puis la connaissance acquise par ceux qui vraiment regardaient les astres devait être considérable, et ils devaient être capables de bien plus de choses qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Revenons à ce livre, Les Lignes d'Or, Sylvain Tristan, édition Alphée, A-L-P-H-E-E. Vous êtes vraiment verni auditeur de Radio Ici et Maintenant. Ce livre est sorti fin juin 2005 et l'auteur est déjà en direct dans le studio. Je lis la 4e de couverture. Ouais. Si l'ensemble des premières grandes civilisations de la planète, Sumer, Égypte, Grèce ou encore Olmec, au Mexique, et civilisations pré-incaïques en Amérique du Sud, portaient toutes en elles l'empreinte irréfutable d'une origine commune. Oui, une origine commune. Ouais. Et oui, c'est ça la grande question. Butler, je suis entré en contact donc avec lui après avoir lu son ouvrage que j'avais trouvé vraiment remarquable. Et puis il m'a répondu et on s'est mis à échanger des emails. Et du fil en aiguille, il s'est mis à m'en dire plus sur ses recherches actuelles qu'il y en avait dans le livre que j'avais lu. Et c'est là qu'il s'est mis à me parler de ce que lui appelait les lignes de sel. Les lignes de sel, alors c'est quoi? On va remonter dans les années 20 en France, et on a un commissaire célèbre qui s'appelait Xavier Guichard. Et Xavier Guichard a écrit un livre à l'issue de 12 ans de recherche, et il avait cru remarquer sur les cartes de France qu'il y avait beaucoup de lieux-dits qui s'appelaient Alésia ou quelque chose, en tout cas des noms de lieux qui semblaient dériver du mot Alésia. Et curieusement, ces lieux lui paraissaient alignés. Alors, il s'est mis à faire des recherches là-dessus, et il a sorti un livre qui s'appelait Éleusis Alésia. Et dans ce livre, il essayait de montrer que toutes ces Alésias avaient été construites sur des lignes. Alors, il appelait ça les lignes de sel parce qu'il pensait que c'était des routes du sel. Et ces lignes, alors c'est un peu comme aujourd'hui les parallèles et les méridiens qu'on voit sur les atlas ou sur les globes terrestres. Il pensait qu'il connaissait déjà, alors quand je dis les peuples de l'âge du bronze par exemple, connaissaient déjà la géométrie du cercle à 360 degrés, pensait-il, et qu'ils avaient construit leurs Alésias sur ces lignes. Seul petit problème, c'est que son système marchait pas bien. Les lignes étaient un peu trop resserrées et en fait, personne ne l'a pris vraiment au sérieux. Son livre s'est pas trop vendu et personne ne l'a jamais cru. Jusqu'à ce que Alan Butler redécouvre, dans les années 90, que si les lignes étaient un peu trop resserrées, c'est parce que il fallait pas prendre 360, mais 366 degrés. Et parce que quand on prend 366 degrés, on a un peu plus de lignes, donc elles sont un peu plus resserrées entre elles. Et c'est pour ça que toutes ces Alésias sont bien alignées, en tout cas la majorité d'entre elles, mais elles sont alignées sur des lignes d'un système à 366 degrés. Oui, justement, comment établissait-on ces lignes? Alors, ça, c'est une question qu'il faudrait réserver pour la fin, ou en tout cas, parce que c'est un des plus grands mystères. Comment faisait-il? Il y a deux types de lignes. Il y a les lignes les parallèles, c'est-à-dire les parallèles, c'est les lignes qui sont d'est en ouest, qui sont parallèles à l'équateur. Ça, c'est facile à déterminer. C'est plus facile parce que, il suffit d'observer les astres, etc., la déclinaison du soleil. C'est plus facile que les autres. Les autres, ce sont les lignes qui courent nord-sud, qu'on appelle les longitudes. Alors là, contrairement donc aux latitudes, et les lignes de longitude, pour pouvoir les déterminer, il faut savoir où on est, mais il faut savoir aussi quand on est.
Et si aujourd'hui on a des montres, alors c'est facile. Mais comment en pleine préhistoire pouvait-on? Et voilà. Comment faisait-il? Alors, une hypothèse possible, c'est qu'il utilisait un pendule qui bat. Alors, Butler a imaginé un pendule qui battait 366 coups en un 366e de journée. Pourquoi le nombre 366? Parce que pour lui, il était au cœur du système. Et en fait, plus un pendule est grand, plus un pendule bat doucement. Or, le pendule qui va battre précisément 366 coups pendant un 366e de journée, alors ça c'est bizarre, il mesure pile un demi-yard mégalithique. Ou en d'autres termes, il décrit un cercle qui va faire un diamètre de 1 yard mégalithique. Ah bah alors tiens, ça c'est bizarre, encore une coïncidence. Ou bien, c'est pas une coïncidence, et ils étaient capables de mesurer le temps avec cet outil, qui en même temps déterminait le yard, c'est-à-dire que tout était lié. Le pendule battait en fait 366 coups pendant la durée d'un degré mégalithique, c'est-à-dire pendant que la Terre tournait d'un degré sur elle-même, 366e de journée, et la longueur de ce pendule correspondait exactement aux demi-yards, leur unité de mesure. Alors, moi, quand j'ai entendu parler de ce yard dans le livre de Butler, c'est même cette histoire de pendule qui m'a donné envie de lui écrire, parce que j'arrivais pas à croire que déjà ils aient inventé tout ça, mais qu'en plus que ça marche aussi bien, parce que je me disais mais pourquoi ça marche après tout? Pourquoi est-ce que justement il fait un demi-yard? Et ça, c'est une énigme que personne à l'heure actuelle n'a résolue. C'est peut-être encore une coïncidence, mais c'est déjà au moins la 3e coïncidence ou la 4e, si on prend en compte le calendrier, l'unité de mesure et maintenant le pendule. Ça marche toujours avec le même nombre, et ça marche vraiment très bien, avec un degré d'erreur minime. Et pour le pendule, le degré d'erreur est une fraction de seconde, donc on peut considérer qu'il est nul, parce qu'à l'époque on ne pouvait évidemment pas mesurer une fraction de seconde, donc on peut considérer que c'était un moyen rigoureusement exact pour l'époque, pratiquement pas comme une montre à quartz bien sûr, mais pour l'époque c'était largement suffisant et largement précis. Et le yard mégalithique, il est aussi précis que possible. Je vous ai dit tout à l'heure, le yard mégalithique, il fait 82,96 cm. Et si on subdivise la Terre en parties égales, dans la géométrie mégalithique, on trouve 82,96 et pas 95. Donc c'est d'une précision incroyable. Et pourtant, c'est ce qu'on observe. Y a-t-il des conditions météorologiques favorables? Faut-il que l'environnement soit plat? Parce que n'oublions pas que nous parlons il y a quelques milliers d'années. Voilà. S'ils ont utilisé le pendule, il fallait plutôt l'utiliser dans des plaines. Par exemple, pour une plaine dégagée, sans arbres. Et puis surtout, il fallait qu'il fasse beau pour qu'ils puissent voir des étoiles. Alors que là, c'était quand même très boisé. Il y avait plus de forêts que maintenant. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont utilisé le pendule? Rien ne l'indique, puisqu'on n'en a jamais retrouvé. Donc, encore une fois, ça, il faut bien le dire, le pendule, c'est une hypothèse. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce pendule, avec ce nombre 366, ça marche parfaitement bien. Et ça, c'est vraiment en soi un mystère. Qu'il l'ait utilisé ou non, le fait que ça marche est un mystère. C'est-à-dire que le peuple mégalithique avait une unité de mesure qui était non seulement la subdivision parfaite de la circonférence terrestre, mais qui aussi se retrouvait dans la longueur de ce pendule. Hasard ou non, les faits sont assez incroyables. Mais si l'on choisit de s'éloigner des origines de longitude, ça ne devient pas un peu plus compliqué, avec une marge d'erreur accrue? En théorie, si. En théorie. Et justement, ce système de lignes, au début, j'y ai pas cru. Parce que, ça paraissait trop gros, ça me paraissait énorme. J'avais cru au livre de Butler, je l'avais écrit, et puis quand il s'est mis à me parler des lignes, ce qu'il appelait donc lui, en hommage à Xavier Guichard, les lignes de sel, là je me suis dit, il va trop loin, les Alésias qui seraient alignés sur des lignes de sel, et puis Butler m'a dit, même Stonehenge serait sur une ligne de sel. Bon, je trouvais ça énorme, j'y ai pas cru au départ, mais je me suis mis quand même à essayer de voir si... Je me suis mis à vérifier. C'est-à-dire que j'ai pris un atlas, j'ai fait des mesures, j'ai regardé un peu ce qui tombait sur ces fameuses lignes,
Et je me suis mis à faire des petits calculs de probabilité très simples pour voir si, par hasard, on pouvait tomber sur ces lignes. D'ailleurs, c'est le cas. C'est un peu comme si on jette des fléchettes sur une carte. Forcément, de temps à autre, on va tomber sur un point ou sur une ligne par hasard. Le problème était de savoir si est-ce que ces Alésia ou Stonehenge ou d'autres sites éventuels étaient par hasard sur des lignes ou non. Et là, je me suis mis à voir, à constater qu'un nombre anormal de sites, alors des sites mégalithiques, par exemple aux Orcades, au nord de l'Écosse, on a des cercles de menhirs gigantesques, presque aussi beaux que Stonehenge, et qui sont également sur ces fameuses lignes. Et alors quelque chose aussi qui est très important pour la France, c'est que énormément de grandes villes du nord de la France, parmi lesquelles Dijon, parmi lesquelles Troyes, ou encore Lille, ou Beauvais, ou Caen, ou c'est Rouen, en tout cas un nombre considérable de ces villes sont sur ces lignes. Pardonne-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand tu parlais des îles Orcades, est-ce le site de Maeshove? Oui, entre autres. Et je me suis dépêché de retrouver. Et l'anneau de Brodgar. Et oui, d'accord. Alors, l'anneau de Brodgar en soi, ça c'est fabuleux. L'anneau de Brodgar, c'est quoi? C'est un cercle de menhirs entouré d'un fossé qui était sûrement rempli d'eau. Et ce cercle de menhirs, sur une île, totalement au nord de l'Écosse, il comptait à l'époque, ça on le sait, 60 menhirs. Pas 59 ou 61, 60. Or, il est sur une ligne. Alors moi, j'ai décidé d'appeler ces lignes de sel des lignes d'or. Parce que ligne de sel, je n'ai jamais cru à la théorie que ce soit des routes de sel. Pour moi, c'était des lignes sacrées, tout simplement. Et parce que c'était les lignes dérivées de cette géométrie 366. Et si on regarde où se trouve l'anneau de Brodgar avec ses 60 menhirs, il se trouve en plein sur le 60e parallèle mégalithique. Autrement dit, on part de l'équateur, on compte 60 lignes uniformément espacées, donc les lignes d'or, et sur la 60e, en plein dessus, on a un des plus beaux sites mégalithiques de toute la Grande-Bretagne, l'anneau de Brodgar, avec 60 menhirs. 60 menhirs sur le 60e parallèle mégalithique. C'est d'une limpidité. Stonehenge, également, est en plein sur une ligne d'or. Et alors, c'est là que je me suis un peu éloigné de Butler. Enfin, éloigné. On est bien sûr toujours amis, il n'y a pas de problème. Mais j'ai continué les recherches parallèlement à lui. C'est-à-dire que Butler s'est intéressé à ce qu'étaient devenues les lignes d'or ou les lignes de sel dans des époques plus récentes. Mais moi, j'ai voulu revenir aux origines et de ces lignes d'or, et j'ai voulu voir si les anciennes civilisations, les plus grandes civilisations de l'Antiquité, avaient pu avoir un lien avec ces lignes d'or, un travail que Butler n'avait pas encore fait. Et je me suis aperçu que non seulement Stonehenge était sur une ligne, mais que les capitales de toutes les premières grandes civilisations, toutes les grandes civilisations de l'Antiquité étaient sur ces lignes. Et si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à lire le livre de Sylvain Tristan, Les lignes d'or. Il y a, page 213, un tableau avec des villes en France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, au Danemark, en Écosse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, Alès, Alésia, Alès, Alost, Aleuse, Alos, Alos d'Enzil, Olost. Que veut dire ce tableau, Sylvain? Ce tableau, c'est une sorte de petite vérification que je me suis faite, c'était au début de mes recherches. J'ai voulu voir si les théories de Xavier Guichard et d'Alan Butler étaient exactes, c'est-à-dire est-ce que tous ces noms qui semblent plus ou moins affiliés à Alésia, ou en tout cas on retrouve une sorte de... on retrouve une racine commune dans tout ce que tu viens de citer là. A-L-S-Z. A-L-S-Z, ouais. Voilà, ouais. Alos, Alès, Aleuse. Bon. Est-ce que ces lieux se trouvent un peu par hasard n'importe où sur la carte, ou bien est-ce qu'ils semblent être alignés? Et j'ai fait des petites statistiques, des petits calculs de probabilité, et j'ai vu qu'effectivement, il y en avait un nombre assez énorme sur ces fameuses lignes. Et j'ai regardé pour les villes du nord de la France, ça marchait aussi. J'ai regardé pour Stonehenge, et puis j'ai regardé Babylone, j'ai regardé Thèbes en Égypte,
J'ai regardé Mycène ou Athènes en Grèce, Hattusa, la capitale des Hittites dans l'ancienne Turquie, ou Harappa, une des villes principales de cette grande civilisation de la vallée de l'Indus, qui est comme l'Égypte ou la Mésopotamie, c'est une des premières grandes civilisations, et toutes ces villes étaient sur les lignes d'or. Et là, je ne revenais pas. Pas possible. Toutes ces civilisations, toutes ces grandes civilisations qu'on voit dont on parle dans les livres d'histoire, dont on parle à l'école, toutes ces grandes civilisations de l'Antiquité auraient-elles un lien, une origine commune? Oui, en tout cas, leur capitale et leur ville principale sont toutes sur ce réseau de lignes d'or. Donc dans la géométrie, 3-6-6. Incroyable. Et nous allons rentrer tout doucement dans ce livre que tu viens d'écrire. Alors il reste beaucoup de lieux qui n'ont pas encore été bien expliqués. C'est vrai que quand on lit le De Bello Gallico de Jules César, concernant Alésia, on le situe, les archéologues, les historiens et les fantaisistes le situent à plein d'endroits en France. Oui, Alésia, les archéologues, dans leur majorité, disent que c'est un petit village qui s'appelle Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne. Le problème, c'est que de nombreux archéologues, depuis déjà longtemps, ont constaté que ça ne correspondait pas vraiment aux descriptions de César. César parlait de certaines longueurs, il parle de certaines choses, qu'on ne retrouve pas à Alise-Sainte-Reine. Alise-Sainte-Reine, c'est sûr, il y avait quelque chose. Il y a un site gaulois. Le problème, c'est que ça ne correspond pas exactement aux descriptions de César. Est-ce que le site d'Alise-Sainte-Reine, finalement, ce ne serait pas une Alésia parmi d'autres? Mais est-ce que l'Alésia, c'est-à-dire l'Alésia où a eu lieu la fameuse bataille entre Vercingétorix, le chef des Gaulois, et Jules César, et où malheureusement Vercingétorix s'est fait battre par Jules César, est-ce que cette Alésia ne serait pas ailleurs? Et bon, moi, Alésia, pour moi, c'était juste un lieu de bataille. Je ne connaissais pas grand-chose sur Alésia. Et puis en me documentant, j'ai découvert que Alésia, les historiens grecs eux-mêmes, il y a plus de 2000 ans, disaient que c'était la capitale, la métropole, exactement le foyer, la métropole de tous les Celtes. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, foyer et métropole de tous les Celtes, est-ce que Alésia ce serait pas sur une ligne d'or? Puisque j'avais découvert ces lignes d'or non seulement en Afrique, en Asie, en Europe et même en Amérique. Les premières pyramides d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud étaient sur les lignes d'or. Alors, Alésia, j'ai regardé Alise-Sainte-Reine, mais je savais qu'Alise-Sainte-Reine, qu'il était contesté comme site. Et Alise-Sainte-Reine ne tombait pas sur une ligne d'or. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des concurrents. Il y a plusieurs lieux en France, je crois même qu'il y en a une bonne cinquantaine. Alors, certains farfelus, mais il y a des lieux qui prétendent être la vraie Alésia, où a eu lieu la bataille. La vraie Alésia, et puis qui aurait été donc la capitale des Celtes à l'époque. Sais-tu que tu m'as donné du travail pour préparer cette émission, Sylvain? J'ai retrouvé un texte médiéval écrit à la demande de l'abbé Lothaire, le fils du roi Charles le Chauve, par un moine, Éric de Flavigny, qui mettait en vers latin. Je vous épargne le latin à tous, et à toi aussi. Voici la traduction. Toi aussi, Alésia, au destin fixé par les armées de César. Ce serait à tort que je refuserais de te célébrer dans mes vers, toi qui passes pour avoir reçu ton nom du fait que tu nourris tes habitants d'un pain excellent, protectrice des frontières des territoires éduins. César t'attaqua jadis en un combat affreux et maintint avec peine les phalanges latines en un combat inégal, apprenant de quoi était capable la Gaule armée pour la défense de son indépendance. De cet antique castrum, il ne reste plus que des vestiges. Eh bien, il ne reste plus rien. Et donc, moi, pour revenir à mon histoire, je me suis mis un peu à regarder tous les autres Alésias possibles. Et il y en a un qui m'a tout de suite sauté aux yeux. C'est un autre Alésia, alors peu connu finalement, parce que c'est un certain Bernard Fèvre qui, au début des années 80,
on lui a parlé. Il était en retraite, il venait de prendre sa retraite, et il s'est installé en Bourgogne, dans la région de sa femme. Et dans la colline voisine, alors il s'est installé à Guillon, un petit village de l'Yonne, juste en bordure, pas loin de la Côte d'Or. Et à Guillon, il y a une colline, et cette colline qui s'appelle la colline du Montfaux. Et dans cette colline, on lui a parlé d'abord des ruines d'un château. Et c'est quelqu'un qui, Bernard Fèvre, aimait bien les vieilles pierres, alors il s'est dit, tiens, je vais aller regarder les ruines du château. Et en fait, de château, il n'a pas du tout trouvé de château, il a trouvé des ruines de murs gigantesques, 5 mètres de large, 2,50 m de haut, qui ceinturaient toute la colline sur des kilomètres. Il a trouvé des traces de tours, mais quand je dis des traces de tours, c'est vraiment, il reste la base, hein. Je suis allé sur le site, on voit vraiment des murs gigantesques, puis très très bien faits. Tu es adossé au mur d'ailleurs, il y a une photo. Voilà. Ouais. Ouais. On trouve des traces de tours, enfin des traces. On trouve vraiment la base des tours qui est gigantesque. Alors Guillon se trouve dans le département 89, autrement dit Lyon. Lyon, voilà. Oh. Et donc là, ça l'a intrigué. Il s'est dit, c'est pas un château, c'est vraiment une ville fortifiée. Et il a compris que c'était Alésia. Et pour preuve, il a retrouvé plus exactement tout autour de la colline des fossés. Des fossés qui auraient été en fait creusés par César pour le siège. Des fossés creusés par César pour le siège d'Alésia il y a 2000 ans. Il a retrouvé non seulement des fossés, mais des espèces de tertres de protection. Il a retrouvé plein d'indices. Et même un piège tel que le décrit César, c'est-à-dire une sorte de trou, et au fond de ce trou, il y avait un pieu pointu. Évidemment, le trou était caché par des branchages, et les ennemis pouvaient tomber dans ce trou. Et ce genre de piège est décrit par César. Et il en a retrouvé autour de la colline. Et il a retrouvé aussi les traces d'une ancienne ville fortifiée, les murs. Il a passé des années à tout ratisser au peigne fin. Et tout ce qu'il a trouvé correspond vraiment, rigoureusement, aux dimensions et aux descriptions toponymiques de Jules César dans son livre. Dont j'ai la traduction. La ville proprement dite était au sommet d'une colline à une grande altitude, en sorte qu'on voyait bien qu'il était impossible de la prendre autrement que par un siège en règle. Le pied de la colline était de deux côtés baigné par des cours d'eau. En avant de la ville, une plaine s'étendait sur une longueur d'environ 3000. De tous les autres côtés, la colline était entourée à peu de distance de hauteur dont l'altitude égalait la sienne. Voilà. Ça, c'est un extrait du De Bello Gallico. Et oui, et c'est exactement ce qu'on observe quand on est sur cette colline. C'est-à-dire que on a vraiment la vue sur une plaine, on a les collines avoisinantes à peu près de la même hauteur. 3000, c'est-à-dire 4,5 km environ. Voilà, les chiffres correspondent. Et jusqu'à la longueur d'ailleurs de la ville fortifiée présumée être Alésia, tout correspond. Et le plus fort, c'est les noms de lieux. On a le village voisin qui s'appelle Cizray. Alors Cizray, ça ressemble étrangement à César. Est-ce que ce lieu n'aurait pas été renommé par César à l'époque? On a la Combe, on a derrière la colline une sorte de un petit vallon qui s'appelle la Combe Arverne. Or on sait que beaucoup de guerriers de la bataille étaient des Auvergnats. Enfin, il y a toute une série de coïncidences troublantes autour de cette colline. Il n'empêche, pardonne-moi de t'interrompre, mais il y a quand même des faits troublants quant à Alice Sainte-Reine. Ouais. Pas facile de s'y retrouver. Alors, Alice Sainte-Reine, c'est-à-dire... Alice Sainte-Reine a été bâtie sur une colline. Ouais. Il y a deux rivières, il y a l'Oze et l'Ozerin. Oui. Alors ça s'explique très bien, parce qu'il y en a beaucoup des Alésias. C'est Xavier Guichard qui est le premier à retrouver ces Alésias. Il y en a un peu partout en France, et même au-delà. On en retrouve en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et surtout en France. Et souvent, elles ont un point commun, c'est que ces villes sont bâties dans les boucles de rivières. Il semblerait que ces Alésias c'était des lieux sacrés pour les Gaulois, et que ces lieux sacrés étaient bâtis dans les boucles de rivières. Et évidemment, et c'est là que moi je suis intervenu, c'est-à-dire que beaucoup de ces Alésias sont sur les lignes d'or. Or, on parle donc de l'Alésia de Guillon, dans l'Yonne, et
cette Alésia, cette colline, est en plein sur une ligne d'or. La tienne, Guillon. Voilà, Guillon. Mais pas Alice Saintrel. Alice Saintrel, non. Guillon est en plein sur une ligne d'or. Mais comme tu es les découvreurs, si j'ose dire, de ces lignes d'or, toute cette hypothèse penche en ta faveur. Alors, le découvreur, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, c'est le cas de le dire. C'est vraiment Alan Butler. Alan Butler, oui. Mais moi, le fils spirituel d'Alan Butler. Voilà, peut-être. Voilà. J'ai voulu voir si les théories d'Alan Butler pouvaient s'observer un peu partout dans le monde, dans les grandes civilisations. Alors, je les retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que si je prends les civilisations qui sont finalement, qui n'ont pas fait beaucoup parler d'elles dans l'histoire, leur capitale ne se trouve pas forcément, même pratiquement jamais, sur les lignes d'or. Dans quelle province, pardonne-moi, je t'interromps. Je vais souvent t'interrompre. Bien sûr, je t'en prie. Mais dans quelle province se situe Alésia, selon César? Il en parle dans son livre. Les Éduènes, je crois. Un truc comme ça, les Éduènes. C'est-à-dire... La Mandubie. Ah, la Mandubie, voilà. Ouais. La Mandubie, oui. Alors, la Mandubie, pour la plus précisément, la Mandubie, selon Bernard Fèvre, ça voulait dire le pays des druides. Et je pense que l'hypothèse est très crédible. Parce que Alésia pourrait remonter au tout début des Celtes. Et qu'est-ce qu'il y avait avant les Celtes? Le peuple mégalithique. Mais le peuple mégalithique, qui n'a pas été éternel, même s'il a duré très longtemps, vers 1200 avant Jésus-Christ, il a disparu. Bon, il n'y a plus eu de mégalithes. Mais prenons la France, prenons l'exemple de la France. Après les mégalithes, on a eu entre autres les Celtes. Or, Diodore de Sicile, donc l'historien grec, disait Alésia, c'est le foyer, la métropole des Celtes. Et si Alésia est bien Guillon, Alésia est en plein sur une ligne d'or. Ce qui voudrait dire que les Gaulois, ou les Celtes, c'est la même chose, auraient hérité du savoir, en tout cas les druides des Gaulois auraient hérité du savoir mégalithique. La Mandubie, à son tour, pourrait venir du gaulois mande, agir, et de dubis, noir, symbolisant l'esprit de bon conseil. La Mandubie serait donc le pays de ceux qui agissent selon l'esprit, c'est-à-dire le pays des druides. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait possible. Page 251. Voilà. Dans ton livre. Alors, bon, quand j'ai vu que Alésia était en plein sur une ligne, ça aurait pu être encore une fois, pourquoi pas, une coïncidence. Allez, admettons que ça soit une coïncidence. Simplement, je me suis mis à regarder ce qu'il y avait sur cette ligne. Et si on remonte vers le nord, à un moment donné, plusieurs centaines de kilomètres au nord, on arrive en Belgique. En tout cas, dans le territoire qui actuellement correspond à la Belgique aujourd'hui. Et on tombe en plein sur une ville, qui s'appelle Alost. Alost, Alésia, tiens, c'est curieux. Et si on prend la même ligne et qu'on descend vers le sud, pareil, plusieurs centaines de kilomètres, on arrive dans le sud de la France à la ville d'Alès. Alès, Alésia, Alost, sur la même ligne d'or. Alors ça c'était curieux. J'avais beau regarder dans toute la carte d'Europe, c'est sûr, et Xavier Guichard le disait, il y a plein de petits lieux-dits qui s'appellent Alésia, enfin qui semblent dériver de ce nom. Mais des grandes villes, il n'y en a que deux, Alost et Alès. Ce qui voudrait dire que la capitale présumée des Celtes, Alésia, et les deux plus grandes villes qui portent encore un nom qui ressemble à Alésia, en l'occurrence Alost et Alès, sont toutes les trois sur la même ligne d'or, même ligne d'or en plus. Parce que non seulement c'est une ligne nord-sud parfaite, mais c'est une ligne d'or. Il manquait plus que la distance entre ces villes soit la même. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, encore une fois, Alésia semble être en plein à mi-chemin entre les deux. Et ben bingo, Alésia est à mi-chemin entre Alost et Alès. À mi-chemin au 10e du kilomètre près. C'est vraiment d'une précision incroyable. Alors, dans le système métrique, ça correspond à rien. Mais, si on convertit la distance qui sépare Alost d'Alésia et d'Alésia à Alès, si on le convertit en lieue gauloise, on sait que la lieue gauloise mesurait 2,222,5 km actuels. Ça fait 170,0, c'est-à-dire un nombre parfaitement rond de lieues gauloises. Si doute il y avait, là il n'y en avait plus. Ces villes ont été délibérément bâties sur une ligne d'or et elles ont été uniformément espacées de façon très nette avec l'unité de l'époque qui était la lieue gauloise.
quelle ne fut pas ma surprise en lisant ton livre, Sylvain Tristan, Les lignes d'or aux éditions Alphée, pourquoi toutes les capitales des premières grandes civilisations furent érigées sur ces axes, quelle ne fut pas ma surprise de trouver une explication, je ne l'avais entendue qu'une fois il y a longtemps, c'est, tu sais, l'île d'Avalon. Ah oui. Tu peux dire, Alors là, sans déflorer le livre, bien sûr, mais je trouve que ce passage est hautement symbolique. l'île d'Avalon, c'est quoi? Dans les légendes arthuriennes, enfin au Moyen Âge, quand on parle du roi Arthur, on parle souvent de l'île d'Avalon, une sorte d'île semi-légendaire dans laquelle les héros, les âmes vertueuses étaient enterrés, dont bien sûr le roi Arthur. Alors, on ne sait pas où elle se trouve, on ne sait pas si elle existait, cette île d'Avalon. Simplement, très curieusement, en France, il y a une ville, une seule, qui s'appelle Avalon. Et ça, c'est vraiment bizarre. Elle se trouve à seulement 15 km d'Alésia. Alésia-Guillon, bien sûr. 15 km, à l'autre bout de la plaine. La terre pleine. Parce que ces deux villes, d'Alésia et d'Avalon, sont séparées par une plaine. Et chez les Grecs, curieusement, on ne parlait pas d'Avalon. Dans la mythologie grecque, on parlait... Homère en parlait déjà, on parlait des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est quoi? C'est pareil, c'était un lieu où les héros reposaient en paix, exactement comme Avalon. Sauf que ça s'appelait les Champs-Élysées, que c'était une sorte de butte, pareil, entouré d'une plaine, exactement comme à Alésia. Et Champs-Élysées, Élysée, ça ressemble curieusement à Alésia. Alésia. Alors Avalon, Alésia, les Champs-Élysées, mais tout ça c'est lié. Et je pense que si Avalon, peut-être qu'Avalon à l'origine c'était pas Alésia, mais je pense que Alésia, à Guillon, on a voulu recréer à l'époque gauloise ce mythe. En tout cas, on a recréé une sorte de Champs-Élysées. Enfin, on a une plaine, on a une butte, on l'a nommée Alésia, et puis on a Avalon à côté. Il est curieux de voir à quel point ces noms de lieux correspondent au mythe grec et au mythe celte, le lieu autour d'Alésia, à Guillon. Combien êtes-vous à défendre ou à soutenir cette thèse? Celle de Guillon, hein? Alors, bon, je ne connais pas le nombre exact. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont entrées en contact avec moi parce qu'ils avaient entendu parler de mes recherches, qui s'y intéressent. Mais peu de personnes s'y intéressent pour la bonne raison que c'est un lieu très peu connu, très peu médiatisé. Et pour une raison simple, c'est que il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, il y a un archéologue qui a dit « Oh, Guillon, c'est pas un lieu intéressant, on a des vieux murs, mais c'est des murs de vignerons. » Donc voilà ce que dit l'archéologie officielle. Alors, des murs de vignerons de 5 mètres de large, ça paraît bizarre. Je préfère croire à la théorie de Bernard Fèvre qui dit que c'était des murs défensifs d'une ville fortifiée, parce que des murs de vignerons de 5 mètres de large, je vois pas trop l'utilité, surtout sur autant de kilomètres. Alors il y a une autre thèse, je t'en ai parlé juste avant que nous commencions d'animer cette émission, c'est la thèse de André Berthier, archiviste paléographe, correspondant de l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Lui pense que Alésia se situe dans le Jura, au sud-est de Champagnole. Ouais. Et pour avoir lu la thèse, je puis te dire, Sylvain Tristan, qu'elle tient la rampe. Alors, elle tient bien la route. Elle tient certainement la rampe, pour une raison simple, c'est que des Alésias, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait des tas. Des petites, des grandes, dans les boucles de rivière, et puis sur les lignes d'or, principalement. Alors, évidemment, la France et ses alentours sont truffés d'Alésia. Et donc, cette Alésia est finalement, du Jura, est pas plus mauvaise qu'une autre. Simplement, ma conviction, c'est que Guillon, c'était vraiment l'Alésia principale. Et pour preuve, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a 3 gigantesques. Les 3 plus grandes sont sur la même ligne, et puis parfaitement, uniformément espacées. Et les autres, évidemment, étaient d'autres Alésias qui étaient importantes. Donc d'autres lieux sacrés, probablement. Et je pense que sa théorie, si vous voulez, elle est exacte, mais l'Alésia, elle est exacte. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une ville gauloise fortifiée,
certainement très importante, mais l'Alésia centrale, c'est celle qui évidemment se trouve sur une ligne d'or. Alors, j'aurais pu tricher, j'aurais pu dire oui, j'ai regardé un peu toutes les Alésias, puis hop, j'ai pris celle qui se trouvait sur une ligne d'or. Non, mais il s'avère que la théorie de Berthier, tu ne la connais pas. Non. Ou très peu. Je la connais très peu. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'elle n'est pas sur une ligne d'or. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que je la connais très peu, mais je connaissais très peu aussi Guillon. Et que quand je me suis intéressé au problème d'Alésia, j'ai voulu voir, j'ai lu chaque théorie dans les grandes lignes, et celle de Berthier m'a paru intéressante, mais celle de Bernard Fèvre m'a paru plus convaincante. Donc mon intuition, et là je me suis basé sur mon intuition au départ, c'est que celle de Guillon était la plus solide, parce qu'il y avait vraiment un nombre d'éléments qui permettaient de dire c'est vraiment très très convaincant. Donc j'ai laissé tomber les autres, provisoirement, et je me suis dit, Guillon, ça semble être la meilleure. Et puis dans un deuxième temps, j'ai regardé si ça tombait sur les lignes d'or. Et ben mon intuition avait été bonne. Guillon était en plein sur une ligne d'or. C'était pas la seule, mais celle-ci était en plein dessus. Alors juste pour l'info de celles et ceux qui nous l'écoutent, sachez qu'à la chaux des Crotenay, c'est dans le Jura, l'État a dépensé presque 700 millions de francs pour effectuer des fouilles. Et que c'est malgré tout contesté. 700 millions de francs. C'est contesté, tous ces lieux sont contestés, hein. C'est incroyable. Pourquoi ? Peut-être parce que l'État n'aime pas avoir tort. C'est depuis l'époque de Napoléon que Alésia, Alice Saint-Traine est considéré comme le vrai Alésia. Alors, combien de tours de postes fortifiés avait mis en œuvre César ? Parce qu'on a quand même des plans. Le nombre exact, je ne m'en rappelle plus, mais ce qui est vraiment très intéressant... 23, y a-t-il... C'est ça, c'est 23, voilà. 23, y a-t-il 23 crêtes aux environs de Guillon ? Voilà, et c'est ça qui m'a mis la puce sur l'oreille. Quand j'ai vu les autres théories, je les ai trouvées solides, mais celle de Guillon, 23, César dit 23, et Bernard Fèvre en trouve 23. Bon, ça c'est bizarre quand même. C'est pour ça que c'est celle qui m'a convaincu le plus dès le départ. César parle d'une source. Y a-t-il une source pas loin de Guillon ? Il y a non seulement une source, mais il y a également deux fleuves, non c'est un grand mot, deux rivières, et une rivière qui s'appelle le Serein. Et curieusement, tout à l'heure on parlait du mythe grec des Champs-Élysées, la rivière qui coule autour ou dans les Champs-Élysées, c'est l'Achéron. Achéron, Serein, il y a des similitudes phonétiques. La terre pleine, la plaine des Champs-Élysées, Alizé, Alésia, tout ça, c'est des indices qui mettent la puce à l'oreille quand même. En tout cas pour moi, sur Guillon. Sylvain, j'ai ton livre sous les yeux, gros pavé de presque 500 pages, faut lire. La couverture, je la trouvais quelconque, et puis tout à l'heure, tu nous as donné à Didier et moi une explication à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Ouais. Pourquoi cette couverture ? L'idée est partiellement de moi, et puis elle a été en fait élaborée par des graphistes. C'est très simple, on a 5 lignes courbes qui sont censées représenter en fait la rotondité de la Terre, et puis sur ces lignes on a des petits symboles qui symbolisent les anciennes civilisations. Alors on a une pyramide maya, enfin une pyramide d'Amérique centrale. On a également Stonehenge, on a le Parthénon, parce que Athènes, qui était un site mycénien, c'est-à-dire la première grande civilisation qu'il y a eu en Grèce, c'est celle des Mycéniens. Et Mycène, et les plus grands sites mycéniens, et Athènes en était un, donc le Parthénon est en plein sur une ligne d'or. C'est ça qui est surprenant dans cette hypothèse. Je ne sais pas qui dit ce n'est pas un pavé que Sylvain Tristan lance, c'est un menhir. Oui, c'est le cas de le dire. Mais pour moi, oui. C'est-à-dire que c'est pour moi un des plus grands mystères de l'histoire. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plusieurs mois à vraiment réaliser à quel point... mais pour moi, au départ, ça paraissait impossible. Babylone, Thèbes, Mycène, Stonehenge, Alésia ont été bâtis sur un réseau de lignes uniformément espacées dans cette géométrie, donc cette géométrie de 366 degrés, et tu rajoutes preuve que ces civilisations ne sont pas nées indépendamment les unes des autres.
Et oui, parce que ça marche partout, ça marche même Qui va pour... faire hurler dans tous les musées, les historiens, les paléo machins, les Bien sûr. archéotrucs. Sauf qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire que... Bon, alors ça marche partout, il faut bien dire qu'en Amérique du Sud, prenons un exemple, on a... on connaît les Incas, mais les Incas avec leur grande civilisation il y a quelques centaines d'années... mais les Incas, finalement, sont les héritiers de grandes civilisations qui ont existé déjà depuis 3000 ans en Amérique du Sud. Les premières grandes pyramides du Pérou ont été redécouvertes très récemment à Caral, au Pérou, donc à 30 km de la mer. Et ces pyramides, elles datent de 2600 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elles ont le même âge que les pyramides d'Égypte. Alors, en soi, c'est déjà étonnant. Hein. Mais là où ça devient vraiment, vraiment étonnant, excusez-moi du hasard, c'est que c'est en plein sur une ligne d'or. Exactement comme si on prend l'Amérique centrale, la première grande civilisation qu'il y a eu en Amérique centrale, ceux qui ont tout appris aux Mayas en fait, ce sont les Olmecs. Les Olmecs déjà avaient un calendrier parfaitement élaboré, une écriture et des pyramides. Avant eux, il n'y avait rien. Enfin, rien de tout ça. Et les Olmecs arrivent et leur capitale, comme par hasard, se trouve en plein sur une ligne d'or. Et leurs héritiers, alors, une des plus vieilles pyramides qu'on ait à Mexico, c'est la pyramide qu'on appelle de Cuicuilco. Cette pyramide très ancienne et ronde, justement elle est ronde, ça c'est marrant, peut-être en hommage à la Terre au départ, bon, ça c'est une hypothèse, mais elle est en plein sur une ligne d'or. Et peu de temps après, on a les plus grandes pyramides qu'on ait en Amérique, c'est la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil à Teotihuacan, pas loin de Mexico. Gigantesque pyramide, sur une ligne d'or, 20e parallèle mégalithique. Eh ben, ça en fait beaucoup de hasard. Alors, je sais, j'ai conscience que ça va faire hurler les historiens, mais les faits sont là. Et mon ouvrage a été défendu par des mathématiciens. Parce que si tout ça est l'effet du hasard, on doit pouvoir mathématiquement voir si le hasard peut expliquer un tel phénomène ou si il ne peut pas. Alors, emporté dans le feu des questions et de l'action, j'ai complètement oublié de donner aux internautes, et ils sont nombreux à nous écouter, le site de Sylvain Tristan. Allez faire un tour sur www.leslignesdor, tout attaché, leslignesdor, leslignesdor.com, www.leslignesdor.com. Ou si vous avez quelques difficultés pour le trouver, allez dans le planning de Radio Ici et Maintenant, et à lundi soir, donc ce soir, ce plus près des étoiles, avec Sylvain Tristan, cliquez simplement sur le nom de Sylvain et vous arriverez dans ce site remarquablement bien fait. Merci. Bien clair. Merci Jean-Claude. Il n'est pas dense, il n'y a pas de forum, enfin pas trop encore. Il est tout neuf, il est tout récent. Ah oui, il est tout récent. Il est comme le livre, il a un tout petit peu plus d'un mois. Il est sorti juste avant le livre. J'ai fait coïncider les deux. Oui, ça résume de façon... j'ai essayé de faire ça de façon succincte et puis claire. Les théories, à la fois de Butler, et puis mes découvertes personnelles par la suite. Alan Butler, auteur entre autres de Civilization One. Ah oui, grand livre. Faut lire. Alors, il est traduit en français, pas encore? Il était traduit en allemand et en espagnol, et toujours pas en français, mais on peut espérer qu'il va l'être bientôt, parce que c'est vraiment un des meilleurs livres que moi j'ai jamais lu personnellement, de toute ma vie, parce que vraiment, le premier que j'avais lu était déjà vraiment bien, mais celui-ci, il va encore plus loin, dans la géométrie 366, c'est fabuleux. Alors, tu prépares un livre sur l'Atlantide, tu vois, je suis bien informé. Oui, exactement. L'épopée Atlante, ce serait le titre du livre? Ce serait Atlantide, premier empire européen. Ouais. Les lignes d'or t'ont amené à t'intéresser à l'Atlantide. Et oui, déjà Jean d'Orwell, quand j'ai lu Jean d'Orwell, auteur de l'Atlantide des mégalithes à l'époque, il y a 4 ans, je m'intéressais à l'Atlantide. Et puis je l'ai un peu... les lignes d'or ont pris le dessus. Et puis... récemment, je me suis lancé dans cette thèse. Mais alors, je peux pas trop en parler pour le moment. Le livre est pas sorti, c'est en préparation. Oui, mais tu as quand même quelques idées. Sans trop déflorer le livre. Bien sûr, j'ai des idées. Sais-tu qu'il y a eu une réunion composée de scientifiques et de chercheurs de 15 pays à Milos, les 11 et 13 juillet, là, il y a quelques jours. Ah oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. Alors, il y a plein de théories, mais je pense que
Jean de Ruel avait trouvé une grande partie de la solution. Et dans mon prochain livre, effectivement, je dévoile, en tout cas, j'essaye de dévoiler. Sylvain Tristan, vous qui nous écoutez, est le seul actuellement dans le monde, sur cette planète Terre, à connaître l'endroit exact. Sérieusement. Sérieusement, je pense que ça tient vraiment la route et que l'Atlantide, alors attention, l'Atlantide, pas l'Atlantide avec des palais tout en or resplendissant, moi je pense pas que c'était ça. Je pense que c'était une très grande civilisation, et même une super civilisation. Élève Tristan, Sylvain, Ouais, tu sais comme à l'école, ouais, j'ai 24 questions à vous poser. d'accord. 24, c'est 24. tout. Oh, c'est pas énorme. Est-ce que la métropole atlante devait avoir une géomorphologie spécifique composée d'anneaux concentriques alternés de terre et d'eau? Bah, ça, c'est parfaitement possible. C'est Platon qui disait ça dans le. Et je me suis inspiré de Platon. Ouais. Platon disait ça dans ses deux récits, le Timée, le Critias. C'est comme ça qu'il a décrit. Alors, Platon, pour moi, il a exagéré. Platon, il a eu connaissance. Ça a le mérite au moins d'exister. Bah, je pense que ça existait. Ouais. Et il y a une indication précise, c'est que on parle toujours de Platon, mais on parle jamais des autres auteurs grecs, en tout cas très peu souvent, qui ont parlé de l'Atlantide. Et un auteur grec, un historien grec, un des meilleurs qu'il y ait eu en Grèce, Diodore de Sicile, Diodore de Sicile, oui. il disait que les Atlantes habitaient les rivages de l'océan. C'est-à-dire l'océan Atlantique. Et les rivages de l'océan, c'était qui? Le peuple mégalithique. Si les Atlantes habitaient les îles et les rivages de l'océan Atlantique, et qu'ils ont vécu bien avant Platon ou Diodore de Sicile, qui est-ce qu'il y avait comme grande civilisation de marins, et une civilisation qui s'étend dans le temps et dans l'espace à cet endroit géographique? C'est bien le peuple mégalithique, le peuple de marins qui érigeait des pierres géantes. Donc, c'est pas une surprise, si vous voulez. Diodore de Sicile disait que les Atlantes habitaient les bords de l'océan. Donc, peut-être que Platon a exagéré, peut-être que Platon s'est trompé quand il a vraiment parlé de palais en or massif, mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose. Deuxième question, élève Tristan, Sylvain. Oui. Est-ce que la métropole atlante ne pouvait se situer que sur une île? Oui, alors, beaucoup d'auteurs, Platon le premier, parle d'une île. Mais Diodore de Sicile, lui, parle plus des rivages. Alors, les deux débats sont ouverts. Moi, je me suis penché un peu sur les deux hypothèses. Et effectivement, Jean de Ruel, pour lui, c'est l'île engloutie du Dogger. Cette île qui est en mer du Nord et qui, aujourd'hui, est sous-marine, mais il y a quelques millénaires, à l'époque mégalithique, elle était certainement émergée. En mer du Nord. En mer du Nord. Alors, on sait qu'à l'époque, il faisait plus chaud. Les températures ont monté, hein. Enfin, ont baissé, pardon. On sait qu'il y a quelques millénaires, en mer du Nord, il faisait les températures pratiquement du Portugal. Donc, s'il faisait chaud et qu'il y avait une terre émergée, si on retrouve des mégalithes en Scandinavie, au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, en France, pourquoi est-ce qu'il y en a... Et donc sur des îles, l'Irlande, les îles de Méditerranée également. S'il y en avait sur les îles, c'est que c'était des marins. Et si c'était des marins et qui avaient été capables de sillonner toute cette partie du monde qui était l'Europe, pourquoi est-ce qu'ils auraient oublié le Doggerbank, qui était à l'époque une île? Appelons-la l'île du Dogger. C'est ton hypothèse, hein? C'est une hypothèse, mais pourquoi est-ce qu'ils l'auraient oublié? Je pense que cette île, comme les autres îles de la région, était couverte de mégalithes, et pourquoi pas? Il y avait la capitale Atlante. Alors, anneau concentrique, peut-être. Troisième question. Est-ce que l'Atlantide devrait avoir été située au-delà des colonnes de Hercule? Platon est très clair. Il dit qu'elle était au-delà des colonnes d'Hercule. Alors, simplement, il dit qu'elle était juste derrière. Juste derrière, il n'y a rien. Il y a une petite île, mais beaucoup trop petite pour être l'Atlantide, une île engloutie. Il y en a. Alors évidemment, beaucoup d'auteurs ont placé l'Atlantide au milieu de l'océan. D'autres sont même allés jusqu'à dire que c'était l'Amérique. Certains disent que la métropole atlante était plus grande que la Libye, l'Anatolie, le Moyen-Orient et le Sinaï réunis. Oui, mais il faut savoir que finalement, c'est à peu près la taille de la Grande-Bretagne. Ça.
à peu de choses près. Et selon moi, la capitale Atlante, ça a pu être le Dogger Bank, mais une fois qu'il a été englouti, et il aurait pu être englouti à peu près vers 3500 avant Jésus-Christ ou 3000 au plus tard, et ben leur capitale étant engloutie, ils ont pu la reconstruire en Angleterre. Et c'est là que Stonehenge me fait figure personnellement de bon candidat pour la nouvelle capitale Atlante. J'ai envie de dire la seconde période Atlante. La première peut-être aurait été le Dogger Bank, puis une fois qu'il a été englouti, la capitale aurait été déplacée dans l'île voisine de Grande-Bretagne. Autre question. Les Atlantes avaient-ils des qualifications en métallurgie et en navigation? Alors, en métallurgie... Incollable, hein. En métallurgie, peut-être. En navigation, certainement. En tout cas, Platon parle d'une flotte énorme de plusieurs centaines de navires, je crois bien même 1200 navires. Ah, c'est colossal. Or, l'Empire mégalithique, il est énorme. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que Platon a exagéré? On ne sait pas. Il a peut-être exagéré, il s'est peut-être trompé. Mais ce qui est certain, c'est que les Atlantes étaient des navigateurs hors pair. Enfin, les Atlantes, en tout cas le peuple mégalithique. Nouvelle question. La métropole Atlante aurait été détruite 9000 années égyptiennes avant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. J'insiste bien sur année égyptienne. Année égyptienne. Et oui, alors année égyptienne, est-ce que... Et le nombre 366, nombre égyptien. On en reparlera peut-être. Oui, on en reparlera. Moi, mon hypothèse de travail, c'est que il ne faut pas compter 9000 ans, mais 9000 lunaisons. Et 9000 lunaisons, ça correspond à peu près à la chute pardon, je dis de l'Atlantide déjà, mais à la chute de l'Empire mégalithique. Ça voudrait dire que 9000 lunaisons avant que les Grecs ne parlent de l'Atlantide, on a la chute de l'Empire mégalithique, et donc l'Atlantide aurait été l'Empire mégalithique. Voilà. Et si on remplace le terme année par lunaison, ça marche. Alors c'est la seule chose qu'il faut changer. Sinon, tout colle finalement, puisqu'on a bien, au-delà des colonnes d'Hercule, donc du détroit de Gibraltar, on a bien une île, on en a même plusieurs, on a la Grande-Bretagne et on a le Dogger Bank englouti. Et Platon disait, de cette île, on pouvait atteindre d'autres îles, et de ces autres îles, on pouvait passer sur le continent situé en face, le continent qui entoure l'océan. Et là, si on réfléchit bien... Ce continent, c'est pour moi, l'Amérique. Tout simplement. Parce que si on est en Grande-Bretagne, on passe sur une autre île, l'Irlande. Et puis, si on continue d'île en île, on peut aller en Islande, puis au Groenland. Et du Groenland, on atteint bien le continent situé en face, autour de l'océan, l'Amérique. Et donc... Toutes les routes même à Rome, hein. Oui, voire à Athènes. À Athènes, alors Athènes, oui, Athènes, c'est... Ma question n'est pas aussi innocente. Hein. Athènes, un site d'or. Oui. Tous les sites qui tombent sur les lignes d'or, je les appelle les sites d'or. Donc Athènes est une cité d'or, voilà, selon ma définition. Alors, est-ce que les vents en Atlantide, et ce sera ma dernière question, je ne vais pas te poser les 24, venaient du nord? C'est une question qui est posée lors de ce congrès qu'il y a eu à Milos. Est-ce que les vents venaient Les vents en Atlantide venaient-ils du nord, seulement dans l'hémisphère nord? Ce qui viendrait étayer bigrement ta thèse, ou ton hypothèse. Il y a quelque chose de certain, c'est que on a des vents polaires au nord de l'Europe, et que si l'Atlantide était bien placée au nord de l'Europe, les Grecs parlaient... Alors, revenons un instant à ce que disaient les Grecs. Ils avaient deux grandes légendes concernant le passé. Ils parlaient des Atlantes, mais aussi des Hyperboréens. Et les Hyperboréens habitaient au Grand Nord, en tout cas au nord de la Grèce. Certains disaient même au pôle Nord. Mais Diodore de Sicile, encore lui, alors qu'il citait un autre auteur grec plus ancien, parlait d'une île plus grande que la Sicile, qui était placée au nord de l'Europe, où habitaient les Hyperboréens.
je pense que cette île, c'était la Grande-Bretagne. D'autant que ces auteurs, Diodore de Sicile, donc, qui cite Hécatée de Milet, il parlait d'un temple circulaire et d'une enceinte circulaire consacrée à Apollon. Or, le temple circulaire, ça ressemble curieusement à Stonehenge, et l'enceinte circulaire à un autre grand cercle de menhirs à 30 km au nord de Stonehenge, Avebury. C'est le plus grand cercle de menhirs du monde. Or, ce cercle, il est en plein sur la même ligne d'or que Stonehenge. Alors, c'est curieux parce que quand on regarde la Grande-Bretagne, on a le plus grand temple mégalithique de l'île, Stonehenge, le plus grand cercle, Avebury, l'autre grand cercle, l'anneau de Brodgar, qui sont tous sur des lignes d'or. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de coïncidences. Que vient faire la Mésopotamie dans tout ça? La Mésopotamie, c'est quand même la première civilisation à avoir inventé l'écriture. Ils ont inventé l'écriture il y a à peu près un peu plus de 5000 ans. Alors, je disais tout à l'heure que le peuple mégalithique... C'était pour revenir à la géométrie de 366 degrés. Le peuple mégalithique, lui, il est antérieur. Il a commencé il y a 7000 ans. Et comme c'était un peuple de marins, forcément, il a sillonné à travers la Méditerranée. Et on retrouve des mégalithes dans la vallée du Jourdain. C'est curieux parce que ce Jourdain, qui allait jouer un rôle important dans la Bible beaucoup plus tard, on trouve des cercles de menhirs, on trouve des dolmens, on trouve tout un tas d'ouvrages mégalithiques dans la vallée du Jourdain. Or, le Jourdain est un fleuve qui coule presque parfaitement au nord-sud, mais non seulement ça, mais il est en plein sur une ligne d'or. Alors, selon moi, c'est que le Jourdain, c'est le Greenwich de l'époque. C'est le méridien zéro. Aujourd'hui, toutes les lignes sont parallèles à Greenwich, mais à l'époque, il fallait bien qu'ils aient un méridien zéro. Ce méridien zéro, je pense que c'est le Jourdain. Tout simplement parce que les mégalithes qui ont été datés dans la vallée du Jourdain, ils datent d'une période un peu plus de 3000 avant Jésus-Christ. Autrement dit, juste avant la naissance de la grande civilisation de la Mésopotamie, de l'Égypte, mais également la construction de Stonehenge. Et toutes les capitales Stonehenge, Thèbes en Égypte et Babylone en Mésopotamie, sont toutes construites sur des lignes d'or vers cette période-là, et toutes ces lignes sont rigoureusement parallèles au Jourdain. Elles sont parallèles et elles sont séparées du Jourdain par un nombre entier de degrés mégalithiques. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Chronologiquement, archéologiquement et mathématiquement, toutes les pistes mènent au Jourdain. Le Jourdain, ce fleuve qui coule tout droit, nord-sud, en plein sur une ligne d'or, et toutes les civilisations qui vont naître. Et Dieu sait que les civilisations qui vont naître juste après sont des civilisations très brillantes, l'Égypte, la Mésopotamie, Stonehenge évidemment, mais en Inde, la vallée de l'Indus, toutes ces civilisations, toutes leurs capitales sont construites sur des parallèles au Jourdain, dans cette géométrie 3-6-6. Nous allons prendre quelques minutes pour parler de la Bretagne aussi. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé de plein d'endroits, mais je pense que la Bretagne est un endroit, parce que les druides n'ont pas disparu par hasard. Non. Tu nous raconteras la disparition des druides, Bien sûr. Sylvain, Ouais. juste après les Innocents. Tu vas comprendre.